Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Michel et ce soir, je vous parle des comptes de banque, des comptes de caisse, des comptes conjoints en particulier parce que les comptes conjoints, en fait, il y a une responsabilité de plus qui est reliée à ça. Mais avant de parler des choses sérieuses, parlons des choses agréables. Alors, avec un petit verre de Porto, je sais qu'une personne en particulier va écouter cette vidéo. Alors, à cette personne-là, je te lève mon verre. Enjoy. Et maintenant, on peut parler des choses sérieuses. Avant d'en parler, je voudrais vous parler de la Société d'assurance dépôt du Canada. Donc, tout citoyen qui a un compte de banque ou un compte de caisse au Canada voit son argent dans ses comptes protégés jusqu'à un montant de 100 000 si jamais la banque fait faillite ou il arrive quoi que ce soit. Il y a certaines exceptions dans certaines provinces canadiennes que j'ai vu que ça peut aller jusqu'à une protection de 250 000, mais généralement, je vous dirais, quand vous faites affaire avec une institution bancaire canadienne ou une caisse, c'est 100 000 par compte qui est protégé en cas de faillite. Et normalement, tous les types de comptes sont protégés ici, que ce soit CELI, REER, tout ça. Il y en a un petit peu plus de comptes que ça qui sont protégés. Ceux qui ne sont pas protégés, c'est les comptes d'investissement, les comptes de placement, les comptes de transit quand on fait la bourse, quand on joue à la bourse, quand on fait du trading, puis toutes ces choses-là. Donc, les fonds communs, les placements, ça, ce n'est pas protégé, mais tous les comptes standards, normaux, REER, CELI, REI, tout ça, c'est protégé. Euh, pour parler des comptes, j'ai choisi le site de la Banque nationale. Je ne fais pas affaire avec eux, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que je trouvais que le site était bien expliqué et au lieu de me donner le trouble de monter tout un PowerPoint ou tout un document là-dessus, l'information principale générale est déjà là et je vais tenter de durer à peu près 10 minutes, 15 minutes maximum pour cette vidéo. Donc, c'est parti. Il y a toutes sortes de comptes qui existent. Les deux comptes les plus populaires des institutions financières sont généralement un compte d'épargne et un compte conjoint, qui va généralement être appelé un compte d'opération ou un compte chèque. Le compte d'épargne, généralement, ça va être seulement un titulaire. Donc, une seule personne va avoir un compte, c'est au nom de la personne. La personne est entièrement responsable de son compte. Et les comptes d'épargne, généralement, vous ne pouvez pas faire de chèque là-dessus. C'est un compte dans lequel on met de l'argent. Ça peut être un compte qui va servir pour un projet. Ça peut être un compte de fonds d'urgence. C'est un compte dans lequel on accumule de l'argent qui serait censé apporter un peu plus d'intérêt, mais souvent pas grand-chose. En moyenne, dans les caisses et dans les banques actuellement, on va vous donner plus ou moins 1 d'intérêt, entre 1 et 1,6 d'intérêt. Il y a les banques virtuelles aussi comme Tangerine. L'avantage d'utiliser une banque virtuelle comme Tangerine, c'est qu'il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais de transition, des frais de transaction. Vu que c'est une banque virtuelle, pour Tangerine, c'est quand même la banque Scotia, la banque physique Scotia qui est en arrière de ça. Mais il n'y a pas de frais. Donc, on est plus gagnant, souvent dans l'intérêt que ça va donner et aussi au niveau des frais de transaction qui sont moindres ou qu'il n'y en a pas, à la limite. Et il y a pas de, il n'y a pas de plafond de baisse non plus, dans le sens que certains comptes de banque ou de caisse vont, si vous avez moins de 1000, de 2000 ou de 5000 dollars, il va y avoir des frais parce que vous êtes en bas de la limite. Mais dans des comptes en ligne comme ça, virtuels, il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc, ça peut être avantageux de faire affaire avec une banque virtuelle. C'est tout aussi sécuritaire, c'est tout aussi légal et c'est protégé aussi par la Société d'assurance dépôt jusqu'à 100 000 par contre. C'est la même chose qu'une banque physique où vous allez aller. Le compte conjoint maintenant. Le compte conjoint est plus particulier. C'est un compte qu'on va appeler un compte d'opération. C'est un compte chèque. C'est un compte dans lequel deux ou plusieurs personnes vont signer, dans lequel deux ou plusieurs personnes vont faire des transactions, mais dont tous les titulaires de ce compte-là sont responsables. S'il y a des dettes, s'il y a une fraude, s'il arrive n'importe quoi, les gens associés à ce compte-là sont responsables. Okay? Donc, je vais passer les grandes lignes. Vous allez voir un petit peu sur le site, mais à la fin de la vidéo, je vais vous mettre des liens web sur différentes choses. Je vais vous donner accès peut-être à un document PDF aussi sur l'argent et le couple par
la Chambre des finances du Canada. Donc, vous pourrez consulter ça aussi si ça vous intéresse. C'est toujours un peu délicat quand on parle de compte conjoint. Généralement, un compte conjoint, c'est pour y mettre les dépenses communes, qu'on soit marié, conjoint de fait, ou juste vivre ensemble, ou juste plusieurs personnes qui voudraient avoir un compte conjoint ou un compte commun, qui peuvent aller dépenser, mettre de l'argent comme on veut dedans. Bien entendu, quand on ouvre un compte conjoint, il faut faire confiance aux personnes qui en font partie. Pour cette vidéo, je vais m'en tenir seulement à un couple ou à deux personnes qui sont ensemble. Je n'entrerai pas dans la partie une gang qui sont dans le même compte, donc je vais m'en tenir au couple. C'est un compte dans lequel on va passer l'hypothèque, les comptes d'électricité, l'Internet, le téléphone, en fait, tous les frais reliés à la famille ou tous les frais reliés au couple. Donc, chacune des deux personnes sont entièrement responsables de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans le compte. C'est un compte dans lequel on pourrait exiger aussi d'avoir deux signatures pour faire des retraits, mais généralement, ce n'est pas nécessaire. C'est basé sur la confiance mutuelle. Donc, si un des deux personnes dans le couple décide de mettre de l'argent dedans ou d'en retirer, la personne est libre de le faire. Bien entendu, il faut faire attention. Si vous tombez sur quelqu'un qui est malhonnête, pourrait vider le compte et vous pourriez vous être tenu responsable s'il y a des dettes ou une marge de crédit associée à ça. Donc, il faut faire quand même attention avec qui on ouvre un compte conjoint. Normalement, c'est un conjoint ou une conjointe. Fait que normalement, il n'y a pas de danger, mais il y a toujours des petites surprises. Bon, je ne parlerai pas des surprises pour l'instant. Il y en a eu, mais je n'en parlerai pas. C'est toujours préférable d'avoir un compte personnel. OK? Donc, nous, dans notre cas, moi et ma femme, quand on s'est mariés, on a ouvert un compte conjoint. Dans notre cas, oui, ça a été une erreur. Pour différentes raisons que je n'expliquerai pas ici. On aurait dû faire les choses séparément jusqu'à un certain point, mais quand même avoir un compte conjoint pour les choses de la famille. À l'époque, on avait une espèce de mentalité que on est mariés, on met tout ensemble, puis on se fait confiance, puis on met tout ensemble. Donc, je vous dirais, chose à ne pas faire. Malheureusement, chose à ne pas faire. Oui, mettez les choses ensemble pour les dépenses communes, mais ayez chacune un compte personnel, un compte d'épargne ou un autre compte, mais un compte personnel dans lequel c'est votre argent, dans lequel vous êtes le seul et la seule responsable et dont l'autre personne n'a pas accès. L'autre personne peut savoir que ça existe, mais vous seul avez accès. Parce que vous ne savez pas non plus, ce n'est pas nécessairement un manque de confiance envers l'autre personne, c'est pas ça. C'est que vous ne savez pas si l'autre personne peut se faire frauder, si l'autre personne peut se faire voler sa carte ou quelque chose. Puis là, vous pourriez vous faire voler votre compte sans le savoir, sans le vouloir, à cause de l'autre personne qui n'en est pas consciente. Okay? C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, vous gardez cette information-là pour vous et vous ne le dites pas à personne. C'est votre compte à vous. Le compte conjoint concerne les deux personnes. C'est un compte dans lequel, normalement, vous allez faire vos opérations. Ce n'est pas un compte d'épargne dans lequel vous allez accumuler l'argent. C'est un compte dans lequel chacune des deux parties va mettre un montant aux semaines, aux 2 semaines ou mensuellement pour payer les choses du couple ou de la famille, tout en ayant un compte personnel pour les choses personnelles de la personne ou un compte d'épargne pour accumuler, pour faire de l'épargne, pour faire de l'argent, peu importe les raisons. Mais ce n'est pas un compte conjoint, ce n'est pas un compte de placement, ce n'est pas un compte pour faire de l'argent. C'est un compte vraiment central où l'argent est là pour payer les différentes choses. Okay? Il y a différentes règles. Généralement, souvent dans le couple, il y en a un qui fait plus d'argent que l'autre. Nous, dans notre cas, ce n'est pas un problème. On fait à peu près les mêmes montants annuels, donc ce n'est pas un problème dans ce sens-là. Donc, si un couple fait plus d'argent, si une personne dans le couple fait plus d'argent que l'autre, bien, c'est important quand même de varier ou de calculer le pourcentage des entrées d'argent et des dépenses à ce niveau-là. Donc, une personne qui fait plus d'argent, parfois, va payer plus de choses. Celle qui en fait moins va en payer moins. Mais ça, c'est un arrangement entre les deux personnes. Je pourrais donner beaucoup d'exemples de personnes que je ne ferai pas, bien entendu, parce que je ne leur ai pas demandé la permission avant de les donner en exemple. Mais je connais un couple en particulier relié à notre famille.
les salaires, c'est vraiment pas les mêmes niveaux et ces personnes-là ont dû s'organiser, entre autres, pour dire, OK, ça, c'est ta partie, c'est ma partie, et moi, je m'occupe de ça, toi, tu t'occupes de ça. C'est bien important de respecter ça, d'avoir une entente, qu'on soit marié, conjoint de fait ou juste ensemble comme ça, qu'on habite ensemble dans la même maison ou qu'on n'habite pas ensemble, qu'on a chacun notre chez-soi, mais qu'il y a un compte quand même, un compte conjoint relié aux deux personnes. C'est important de respecter ça pour la bonne santé du couple, puis par respect mutuel aussi pour soi, puis pour l'autre personne. Donc, c'est important de discuter de qu'est-ce qu'on fait. Il va y arriver parfois des situations dans un couple où une personne va être plus dépensière que l'autre. Il y a souvent ce qu'on appelle un saver puis un spender. Okay? Donc, une personne qui dépense plus que l'autre, une personne qui économise ou qui économise trop. Et il y a des personnes aussi qui, eux, de l'argent, c'est mystérieux, ça vient d'un autre univers où c'est pas correct, ou dans le sens spirituel, avoir de l'argent, c'est méchant, c'est pas bon, c'est le diable en personne, puis tout le monde va aller en enfer parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pas vrai, c'est un mensonge, bien entendu. Okay? Mais malgré ça, c'est important de discuter dans le couple parce qu'il peut y arriver des cas que si vous êtes en couple avec une personne qui dépense pour tout et pour rien, ça peut arriver malheureusement. Vous allez vous retrouver pour payer vos affaires, puis il ne restera plus d'argent dans le compte. C'est pas bien, bien le fun. Donc, c'est important d'avoir une entente entre les deux personnes pour s'assurer que c'est le genre de choses qui n'arrivera pas. Et c'est pour ça aussi que c'est préférable que chacune des deux parties ait son compte personnel. Donc, si la personne veut dépenser comme elle veut, elle prend son compte personnel, puis elle dépense comme elle veut, on s'en fout. Okay? Et l'autre personne qui est plus économe ou qui fait plus attention, bien, va gérer à sa façon aussi. C'est important d'avoir une entente entre les deux. Il y a des inconvénients, il y a des avantages aussi. Les avantages, avant de parler des inconvénients, c'est que c'est un compte libre dans le sens que les deux conjoints ont leur carte de débit, leur carte de guichet, peuvent aller, peu importe avec quelle institution financière ils font. Et je le répète, je ne fais pas une publicité pour Banque nationale, je ne fais pas affaire avec la Banque nationale, mais je trouve que c'est bien expliqué sur le site. Alors, c'est pour ça que je l'utilise actuellement. C'est la seule raison. Chacun est libre d'aller dans le compte, de déposer de l'argent ou d'en retirer. Il y a des cas particuliers quand il y a des placements de l'assurance, des REER, des CELI ou des fonds de placement ou des fonds de transition reliés à ça, qui peuvent être discutés avec l'institution financière, mais toutes circonstances normales, les deux conjoints, si les deux conjoints travaillent, chacun a une paye. Je recommanderais l'idéal. Nous, ça a été notre erreur, c'est que nos payes étaient déposées directement dans le compte conjoint. Et on ne gère pas nos choses exactement de la même façon. On va dire ça comme ça. On l'a appris à travers les années. Maintenant, on a chacun nos choses. Ça s'est résorbé avec le temps, bien entendu. Mais c'est important que chacune ait leurs choses de leur côté. Mais tout le monde, on peut aller dans le compte. Donc, si les deux payes rentrent dans ce compte-là, ce n'est pas vraiment une bonne idée. C'est préférable, si les deux sont salariés, que les salaires des personnes rentrent dans leur compte personnel. Et à partir de vos comptes personnels, c'est possible de faire des virements automatisés vers le compte conjoint, que ce soit payer le loyer, l'hypothèque, peut-être la bouffe en partie, l'électricité, l'Internet, le téléphone, là, peu importe les assurances, peu importe les dépenses qui sont associées à ça. Donc, l'idéal, les montants d'argent rentrent dans un compte personnel, un compte d'épargne personnel qui peut s'appeler CELI ou pas. Là, les institutions financières jouent sur les mots avec ça beaucoup. Attention de ne pas vous faire avoir avec ça. Ce n'est pas vraiment des CELI d'investissement. Ce sera un autre sujet de conversation. Mais vos payes rentrent là et ensuite un virement, vous pouvez faire des virements automatisés ou automatiques qui vont aller dans le compte conjoint pour les dépenses conjointes. L'inconvénient de ça, okay? Si jamais il y a une mésentente entre les conjoints, pas nécessairement une séparation, un problème, un divorce, mais juste des mésententes, ça peut être compliqué un peu à gérer. Donc, ça prend une bonne entente entre les deux personnes. Si jamais il y avait séparation, peu importe juste séparation ou divorce, les responsabilités appartiennent aux deux conjoints. Donc, il arrive quoi que ce soit dans le compte est aux deux noms. Fait que s'il y a quelqu'un qui fait des erreurs, une gaffe, de la fraude,
qu'il y a une marge de crédit dessus, puis que la marge de crédit ne paye pas et que vous vous retrouvez un peu avec une mauvaise cote au niveau de Equifax, ça peut vous retomber dessus jusqu'à un certain point. Si jamais vous ouvrez un compte conjoint, je vous dirais, vous voyez avec l'institution financière en question, c'est quoi les avantages, les inconvénients, puis les responsabilités de chacun aussi. Normalement, vous allez avoir un feuillet qui va expliquer tout ça avec l'institution avec laquelle vous faites affaire. OK? Tout le monde, en fait, les deux conjoints sont responsables à 50 du compte. Donc, il arrive, comme je vous dis, n'importe quoi, les deux sont responsables. Depuis décembre ou janvier cette année, je crois, si un des deux conjoints meurt, les comptes conjoints ne sont plus bloqués. À l'époque, c'était toujours bloqué. Donc, tant que la succession n'était pas réglée, ce n'était pas possible d'aller piger de l'argent dans le compte conjoint du moment qu'un des deux conjoints mourait. Du moment que la mort était déclarée, le compte était bloqué, sauf pour quelques rares exceptions, mais généralement, c'était bloqué. Donc, il y a un règlement qui est passé il y a quelques mois de ça pour débloquer ça. Donc, s'il y a décès entre un des deux conjoints, c'est quand même possible d'aller dans le compte conjoint chercher l'argent. Okay? C'est aussi à vérifier avec votre institution financière avec laquelle vous faites affaire selon le cas. De toute façon, qu'il y ait une séparation, une chicane, un divorce ou un décès, c'est préférable de fermer le compte conjoint. C'est préférable de partager ce qui reste dedans également, que ce soit 50-50, 60-40, 70-30, peu importe le partage. S'il y a une marge de crédit ou une dette quelconque associée à ce compte-là, ce serait de la rembourser au plus vite, de vous entendre entre les deux conjoints selon le cas, de s'entendre et de rembourser, dans le but de fermer le compte pour fermer aussi la responsabilité. S'assurer qu'il n'y a aucune dette sur le compte, qu'il n'y a aucune fraude, qu'il n'y a rien de ça, pour être sûr que les deux personnes sont libres dans ce sens-là, que c'est clair au niveau de l'institution et qu'il y a une quittance, si on veut, qui est reliée à ça, aussi au niveau d'Equifax ou de TransUnion, pour dire tout est clair, tout est beau, il n'y a plus de problème et il n'y a pas de danger que votre cote financière soit affectée par ça. Okay? C'est une chose que l'institution va vous expliquer aussi. Okay? C'est un peu ce que je vous disais. S'il y a une marge de crédit associée à ça, c'est à faire attention de la rembourser ou de la régler. OK? Si vous pensez vraiment, si vous avez déjà un compte conjoint et que ça ne va pas bien pour quelque raison que ce soit, je suggère que les personnes puissent se parler, s'entendre entre elles avant d'aller plus loin ou carrément de fermer le compte ou de gérer les choses d'une façon que chacun des parties ait son propre compte et que le compte conjoint sert vraiment juste aux dépenses familiales ou aux dépenses conjointes, comme j'ai mentionné tantôt. Okay? Si jamais il y a un cas de faillite ici, okay, ce qui va arriver, c'est la personne, donc le nom de la personne qui est en faillite qui pourrait être saisie ou qui va être en faillite. Donc, sa cote de crédit va tomber dans les 300. Donc, ça ne touchera pas le conjoint ou la conjointe nécessairement s'il y a un cas de faillite par rapport à un compte conjoint. Okay? Donc, ça, il n'y a pas de danger là-dessus. Donc, avant d'ouvrir un compte, je vais limiter ça à 10-15 minutes à peu près, sur les bons conseils de quelques-uns et quelques-unes de mes amis. Avant d'ouvrir un compte comme ça, assurez-vous que vous êtes en lien de confiance avec la personne. Parce que si l'autre personne vide le compte, peu importe les raisons qu'elle vide le compte, vous êtes quand même tenu responsable s'il y a des dettes ou s'il y a une fraude ou s'il arrive quoi que ce soit. C'est un compte conjoint, votre signature est dans le compte. Okay? Si la personne a des problèmes personnels, okay, aussi, je ne sais pas, moi, vous êtes pris avec une personne qui a des addictions, qui se drogue, qui boit, qui fait n'importe quoi, ouvrez pas un compte conjoint avec cette personne-là autant que possible. Organisez-vous autrement pour payer les dépenses communes s'il y en a, mais idéalement, ne faites pas cette erreur-là d'ouvrir un compte conjoint avec une personne comme ça, de préférence. Okay? Si la personne n'a pas une bonne cote de crédit, aussi faire attention à ça. Une personne qui n'a pas une bonne cote de crédit, généralement, c'est une personne qui va s'endetter facilement ou qui n'a pas de notion, qui ne fera pas attention, qui peut faire des erreurs volontaires ou involontaires, mais vu que c'est un compte conjoint, ça va vous nuire à vous aussi. Pour le reste, il n'y a pas de problème. C'est la même chose qu'un compte standard. C'est à peu près les mêmes taux d'intérêt. Vous avez les relevés mensuels. C'est le même principe, le même fonctionnement.
La chose qui reste à voir pour rester, je vous dirais, sommaire au niveau des comptes conjoints, c'est s'il vient le temps de fermer le compte conjoint, normalement, il faut voir avec l'institution financière, ça prend les 2 signatures, généralement. Donc, les 2 personnes vont signer pour fermer le compte. Une fois que le compte est fermé, la responsabilité est enlevée. Chaque personne est libre ensuite d'aller de l'avant dans ce sens-là. Et voilà, c'est tout pour le compte conjoint. Si vous avez des questions, des détails par rapport à ça, je suggère fortement que vous voyez avec votre institution financière ou il y a toujours la possibilité de me poser une question. Donc, si je suis en mesure d'y répondre, bien, je vais répondre à cette question-là ou je vous mettrai un lien qui répond à la question. Sentez-vous libre, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, très belle soirée, puis à bientôt.